Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Il y a eu du changement depuis la création de ce podcast puisque je suis désormais moi-même expatriée à Berlin. Si tu as des questions sur l'expatriation, écris-moi sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Et pour soutenir ce podcast indépendant, abonne-toi. Si un épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut intéresser quelqu'un, partage-le avec tes proches. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours de Cynthia et comprendre son histoire et ce qui l'a amenée à s'expatrier en Angleterre, aujourd'hui à Brighton. Bonjour Cynthia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec nous sur Expat et compagnie. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs dans un premier temps, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je m'appelle Cynthia, j'ai 26 ans. Je suis française, donc j'ai vécu et grandi en France. Et ensuite, donc après avoir fait des études en langue étrangère appliquée, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vécu dans différents pays. Au jour d'aujourd'hui, je vis donc à Brighton en Angleterre. J'ai travaillé en hôtellerie pendant tout un moment et cette année, en fait, j'ai pris la décision de tout changer et je suis devenue donc coach de vie. Donc c'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Je travaille de mon petit chez moi. Et donc je suis passionnée de voyage. Je suis très curieuse, j'adore apprendre. Et voilà, donc je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures et de nouvelles choses à apprendre, que ce soit des cultures ou des personnes. Euh, voilà. Alors Cynthia, tu nous as dit que tu étais passionnée par le voyage. Est-ce que pendant l'enfance, le voyage a été quelque chose qui faisait partie de ta vie déjà ou pas? Alors oui et non, c'est-à-dire que ma famille nous a toujours emmenés en voyage, mais seulement en France. En fait, j'étais jamais partie à l'étranger pendant toute mon enfance. Donc, on partait toujours 2 semaines en vacances l'été dans différentes régions françaises. Donc, j'ai eu la chance de découvrir beaucoup de la France, ce qui est, je trouve, très très bien, puisqu'on n'a pas forcément l'occasion au final de découvrir notre propre pays. Et j'ai l'impression de le connaître plutôt pas mal. Donc, j'en suis plutôt contente. Mais oui, les voyages pour moi, oui, en enfance, c'était surtout au sein de la France. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, un événement marquant ou quelque chose qui a fait un déclic? Comment tu expliques cette attirance vers l'étranger qui t'est venue plus tardivement? Alors, la première chose que je me souviens, en fait, c'était une professeure d'anglais que j'ai eue donc au lycée et j'étais fascinée par elle, en fait, parce que elle nous avait un peu raconté son parcours et elle m'avait dit qu'elle était partie, au fait, étudier en Angleterre et qu'ensuite elle avait fait tous ses voyages, qu'elle avait vécu à l'étranger. Je trouvais ça génial, je trouvais ça vraiment fascinant. Et c'est ça, en fait, je pense, qui a déclenché en moi l'envie de partir vivre à l'étranger et d'avoir cette expérience pour moi-même. Est-ce que cette personne, cette prof d'anglais est au courant aujourd'hui que tu es expatriée en Angleterre? Alors, c'est une très bonne question. Je suis pas du tout restée en contact avec elle. Donc non, je ne pense pas. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'essayer de la retrouver. Tout ce chemin parcouru après ce déclic que tu as eu au lycée et aujourd'hui tu vis en Angleterre. Je trouve ça incroyable. Et donc entre le lycée et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours scolaire? Après le lycée, en fait, j'ai décidé de faire une licence étrangère appliquée, donc en langue, anglais et allemand. Donc, je suis partie à Angers, qui n'était pas très très loin de chez moi, mais c'était quand même un petit départ. Donc, j'ai étudié la première année donc là-bas. Et après avoir passé l'été aux États-Unis en tant que fille au pair, qui était mon premier voyage seul à l'étranger, j'ai décidé de m'inscrire au programme Erasmus. Donc, c'est un programme pour faire un échange universitaire. Et je me suis retrouvée en Allemagne, en fait, à Constance, ce qui était très intéressant. J'ai appris beaucoup, notamment la langue, puisque une fois arrivée sur place, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on apprend à l'école et ce qui est la vie réelle, c'est pas du tout pareil. Donc, j'ai galéré un petit peu au début, mais après quelques mois, c'est devenu plus facile. Donc, ouais, j'ai fait une année licence là-bas et ensuite j'ai terminé ma licence en France.
Et j'ai décidé de faire une licence professionnelle hôtellerie-restauration internationale. Donc, c'était en fait une licence d'un an, 6 mois de cours à la fac et ensuite 6 mois de stage à l'étranger que j'ai fait au Cambodge, dans un hôtel. Super, et ben, dis donc quel parcours. Alors, je vais reprendre un point que tu as mentionné, donc jeune fille au pair à 19 ans aux USA. Est-ce qu'on peut dire que ça nous apprend la vie de partir aussi jeune avec des responsabilités? On connaît beaucoup cette expérience-là finalement de partir en tant que jeune fille au pair, c'est quelque chose qui est assez connu, assez répandu. Mais qu'est-ce qu'on retient finalement d'une telle expérience? C'est sûr que ça fait grandir tout d'un coup parce qu'en fait, on se retrouve tout seul à l'étranger pour la première fois. Moi, je me souviens très bien de dire au revoir à mes parents à l'aéroport et de réaliser qu'est-ce que j'ai fait. Une fois sur place, j'étais seule en fait. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu en tête-à-tête avec soi-même dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on connaît plus ou moins, des nouvelles personnes, des responsabilités aussi, parce que mine de rien, être fille au père, c'est quand même des responsabilités. On doit s'occuper de ses enfants et on doit faire à manger, on doit faire du ménage parfois. Enfin, c'est des choses qui paraissent simples maintenant, mais à Pas l'époque, c'était pas. forcément, ouais, à 19 ans. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, ça fait, ça nous rend matures et ça nous fait ouvrir les yeux aussi parce qu'on voit des différentes choses qu'on n'aurait pas forcément vues en France. Et en Allemagne, tu étais dans quel type de structure, avec le programme Erasmus? Tu étais en famille d'accueil ou tu avais une chambre d'étudiants? Comment ça s'est passé? Alors du coup, en Allemagne, en fait, on avait le choix d'être soit en colocation avec des locaux, donc des étudiants allemands, soit avec des étudiants du programme Erasmus. Et en fait, moi, j'ai pris la décision de me mettre qu'avec des Allemands parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est le meilleur moyen en fait d'apprendre la langue. Complètement. Et donc, ouais, je suis arrivée dans cette colocation avec 8 Allemands. Et ils ont tous commencé, très très gentils, bien sûr, à me parler. Et j'ai réalisé qu'en fait, je comprenais pas la moitié de ce qu'ils me disaient. Et après, donc tu es allée en Australie? Oui, c'est ça. En fait, j'ai décidé, après avoir terminé ma licence de langue étrangère appliquée, parce qu'en fait, j'étais pas très sûre de ce que je voulais faire par la suite. Je n'avais pas encore une idée très claire, mais j'avais toujours cette envie de voyager. Et l'Australie, c'était un pays qui m'intriguait, qui me fascinait, qui avait l'air tellement magnifique. Et donc, vu que j'avais apprécié ma première expérience de fille au pair, je me suis dit, ben, pourquoi pas partir à nouveau en Australie cette fois. En tant que fille au pair, donc j'ai trouvé une famille à nouveau et je suis partie là-bas. Donc j'étais à Melbourne pendant un an. Avec quel visa es-tu partie en Australie? Donc c'était un visa vacances-travail. Donc c'est un visa qui dure un an, euh, qui peut être, on peut l'avoir si on a moins de 35 ans, il me semble. Oui, je crois que c'est 30 ans et ça a dû passer à 35 ans, j'ai envie de dire, il y a pas si longtemps que ça. Mhm. Et ensuite, quand tu es rentrée en France, donc suite à un an, riche d'expérience, en Australie, je suppose, tu as entamé une licence professionnelle en hôtellerie-restauration, comme tu nous disais. Et cette expérience, au Cambodge, est-ce que tu peux nous en parler? Ce stage au Cambodge, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Ah oui, bien sûr. Bah alors, ce voyage, je dis souvent que c'est le voyage qui m'a un petit peu changé la vie. Moi, je dis un petit peu, mais beaucoup en fait. Euh, Déjà, quand on m'a présenté cette offre, j'ai dû regarder où c'était le Cambodge parce qu'en fait, j'avais aucune idée. Je m'étais jamais vraiment imaginé vivre en Asie. C'était pas un endroit qui m'attirait plus que ça, mais quand on m'a présenté cette offre, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. En fait, j'aurais jamais cette expérience et cette opportunité dans ma vie. Et arrivé sur place, c'était un choc dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit le climat, la culture, le travail, les gens, la vie de tous les jours, tout était différent en fait. Et donc, il fallait vraiment s'adapter. Et ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et en fait, une fois rentrée en France, je voyais pas la vie de la même façon au final parce que c'est un pays très pauvre. Les gens sont super généreux, super gentils, très, très, très accueillants. Ils travaillent énormément pour très, très peu d'argent. Mais c'est des gens qui se plaignent jamais. Ils sont tellement, c'est des gens tellement beaux. Et en fait, une fois de retour en France, je me suis rendu compte que, on avait la belle vie. Enfin, je veux dire, on se plaignait pour des choses ridicules et on travaillait, mais c'était pas pareil, quoi. Et du coup,
ça m'a beaucoup changé. Je voyais les choses, enfin, je vois toujours d'ailleurs les choses très différemment après ce voyage. C'est hyper touchant ce que tu nous racontes et est-ce que je peux te poser la question de savoir, comment tu as vécu et comment ta famille a vécu ces diverses séparations? Finalement, avoir une fille qui va aux USA, en Allemagne, en Australie, au Cambodge, comment tu vivais, cette relation-là avec, ta famille et tes proches, restés en France? Alors, je peux dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai une famille qui m'a toujours supportée. Même quand j'avais 19 ans et que j'ai annoncé à mes parents que je vais partir toute seule aux États-Unis, c'est vrai qu'on peut s'imaginer des parents qui ont un peu peur, mais je pense qu'ils avaient peur, mais ils ont toujours vu que c'était quelque chose qui me rendait heureuse, qui me passionnait. Et je me souviens très bien de ma mère qui était en larmes quand je suis partie, mais oui, ils ont toujours été là pour moi et ça, c'est vrai que c'est super important. Et je pense que ça m'a rapproché d'eux au final. C'est marrant, le fait d'être loin, ça m'a rapproché d'eux. C'est-à-dire que notre relation est plus forte maintenant parce que on se voit beaucoup moins. Et donc, quand on se voit, c'est vrai que c'est d'autant plus spécial. Et par rapport à est-ce que c'était vraiment difficile ou pas, je pense que c'est par période. Bien sûr, au début, mon premier voyage, c'était plus difficile que ceux d'après, mais il y a toujours des moments où ma famille me manque et bien évidemment, j'aurais envie d'être avec eux un peu plus souvent. Mais je pense que c'est un peu une habitude maintenant, c'est-à-dire que j'ai un peu pris cette routine où on s'appelle, on se fait des vidéos toutes les semaines et je sais que je vais toujours les revoir en fait. Et c'est vrai que c'est un peu devenu la vie normale au final. Mmh. Et ce choix d'études, est-ce que quand tu as choisi d'étudier les langues, tu avais déjà en tête, l'idée que tu t'expatrierais un jour? Je pense que oui, en fait, sur le coup, je suis pas sûre que c'était très clair pour moi, mais j'avais toujours un peu cette envie de d'ailleurs au final. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie d'étudier les langues, c'est que j'avais envie de pouvoir communiquer avec beaucoup, beaucoup de personnes différentes. J'ai toujours eu cette envie de connaître, d'entendre les histoires d'autres personnes. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'à la base, j'avais choisi les langues. Et aussi parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie. Et c'est vrai qu'on nous dit toujours, si tu sais pas trop quoi faire, ben, tu peux faire langue étrangère appliquée parce que c'est très large et ça ouvre beaucoup de portes. Et c'est vrai que ça a fait ça pour moi, donc j'en suis très reconnaissante. Et aujourd'hui expatriée à Brighton, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix de ville? Une fois que j'avais terminé mes études donc d'hôtellerie, il était enfin temps pour moi de trouver un vrai travail, comme on dit. Et j'avais pas envie de rester en France. J'avais encore une fois envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et j'ai toujours adoré parler anglais. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est une langue que j'adore, que j'ai bien sûr utilisée dans la plupart des pays dans lesquels j'ai vécu. Et j'avais jamais été en Angleterre en fin de compte, ce qui est assez fou. Et oui, ça me donnait vraiment envie. Mais j'avais pas envie d'être dans une grande ville telle que Londres. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus différent. Et j'avais entendu parler de Brighton parce que j'avais une amie en fait qui était ici avant. Et j'avais aussi beaucoup suivi de blogueurs sur Internet qui habitaient à Brighton et ça me donnait vraiment très très envie. Ça avait l'air d'être une ville très très ouverte d'esprit, très jeune, qui bougeait beaucoup. Bien sûr, il y a la mer, il fait un temps plutôt sympa. C'est un peu similaire à la France, de là où je viens en tout cas. Et donc ouais, ça me donnait très envie. Donc j'ai trouvé un travail ici et j'ai déménagé et ça fait bientôt 3 ans. Et de quel, endroit tu viens exactement en France? Qu'on puisse, comparer? Donc je viens de Vendée en France. De Vendée. D'accord, OK. Donc pour toi, vivre à Brighton, finalement, c'est pas un climat si désagréable, du coup? Non, parce que c'est vrai qu'on s'imagine souvent l'Angleterre sous la pluie. Et je pense que c'est vrai du Nord et de Londres un petit peu plus. Mais à Brighton, il pleut pas tellement, il fait plutôt beau. Donc c'est vraiment sympa. Et quelles sont tes habitudes de vie, à Brighton? Je pense à des différences culturelles, qui sont peut-être marquantes dans cette vie en Angleterre. Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que les choses qui m'ont le plus marqué, au début surtout, parce que maintenant, bien sûr, je suis un peu plus habituée, mais c'est la politesse des gens. Les Anglais sont très, très, très polis. Il y a souvent des blagues qui disent que les Anglais disent pardon 20 fois par jour et pour tout, en fait.
Par exemple, si vous êtes dans un magasin et que quelqu'un vous frôle, il va vous dire: «Oh là là, je suis désolé, désolé». Donc c'est assez marrant. Puis, par exemple, quand on rentre dans un magasin, les gens vont être très, très accueillants et dire: «Ah bonjour, comment ça va?» comme s'ils nous connaissaient déjà, en fait. Et au début, j'étais là: «Mais, c'est un peu bizarre». En fait, c'est juste la manière d'être. Ils sont très, très polis. Et tu avais remarqué ce genre d'habitude en Australie aussi peut-être? Oui, en Australie aussi, ouais, c'est vrai. J'avais remarqué la première fois pour les magasins aux États-Unis parce que c'est un peu pareil, ils sont très extravagants là-bas. Donc, Ouais, alors qu'en Allemagne et au Cambodge, on est sur, une façon de penser complètement différente. oui, c'est ça, ouais. Et alors, au niveau de ta vie à Brighton, est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages et les inconvénients, à habiter, en Angleterre? Alors en Angleterre et Brighton, plus particulièrement, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'en fait, c'est assez très ouvert d'esprit, c'est-à-dire que les gens ne se jugent pas. Et je trouve que, en comparaison, en tout cas avec la France, les gens sont très positifs. Il y a une bonne, comment dire, good vibe. C'est genre une atmosphère très agréable. C'est toujours assez évident de communiquer avec les locaux, de se faire des amis. Bien sûr, les Anglais adorent aller au pub et prendre une bière. Il y a une atmosphère très, très sympathique et c'est vrai que c'est agréable en fait en tant qu'expat et de quelqu'un qui n'est pas d'ici. Les gens sont très, très accueillants et on se sent pas rejeté en fait. Quel type de personne correspond, enfin convient, ce pays? Est-ce que c'est plutôt pour, les amoureux de la campagne, des traditions? Est-ce qu'il y a des choses marquantes, comme ça, qui correspondent à plus ou moins à une personnalité ou à un état d'esprit? Est-ce que si on est ronchon et on peut venir quand même en Angleterre et est-ce qu'on sera bien accueilli malgré tout? Alors je pense que oui, parce que l'Angleterre, bien évidemment, est quand même un grand pays. Donc c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont en pleine cambrousse. Donc si les Gronchons veulent aller là-bas, ils se rendent très bien. Mais après, oui, il y a aussi, par exemple, des gens qui adorent vivre à Londres, qui est une ville un peu plus comme à Paris, où ça bouge beaucoup, où il y a bah, bien sûr beaucoup de business et beaucoup de gens qui vont là-bas pour le travail. Après, il y a aussi des endroits dans le nord qui sont très, très différents. Enfin, il y a pas mal d'endroits très différents au final. Mais c'est vrai que Brighton est très... C'est une ville qui bouge beaucoup, c'est beaucoup de cultures différentes. C'est une ville très, très ouverte, ouais. C'est une ville à taille humaine, sympathique, avec la mer, la campagne, l'esprit ville, un peu tout réuni. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une ville très touristique aussi, c'est-à-dire que beaucoup d'Anglais même viennent ici pour les week-ends, pour les vacances. Donc, il y a toujours un peu cette impression d'être en vacances au final. Et c'est vrai que même moi, quand je travaillais toujours à l'hôtel, même en rentrant le soir, j'avais l'impression parfois d'être en vacances parce qu'on se promène, il y a des gens qui se promènent aussi, il y a toujours des petites boutiques. C'est un peu comme être sur la côte en France. Est-ce qu'il y a des essentiels à savoir avant de venir s'installer en Angleterre? Alors au jour d'aujourd'hui, je sais qu'avec toute cette histoire de Brexit, c'est un peu différent. Moi, j'ai eu la chance d'arriver avant tout ça, donc c'était assez facile pour moi puisque ben, soit j'avais même pas besoin d'un passeport, hein, j'avais juste ma carte d'identité et j'ai passé la frontière. Voilà, je me suis installée. Il n'y avait pas vraiment grand-chose à faire. Après, maintenant, je sais que c'est un petit peu différent, hélas. Est-ce qu'aujourd'hui, le Brexit, empêcherait l'expatriation d'un Français en Angleterre? Je pense pas que ça l'empêcherait. Je pense juste qu'il aurait besoin de faire plus de démarches administratives que moi à l'époque. OK. Bon, de toute façon, on va attendre et suivre l'actualité pour savoir ce qu'il en est. Maintenant, je voudrais qu'on passe, à une autre partie, de cette interview et je voudrais qu'on parle des clichés qu'ont les Français sur l'Angleterre et on va commencer par le Mhm. cliché numéro un que j'ai estimé numéro un. Le thé est la boisson par excellence des Anglais. C'est très drôle que tu parles de ça parce que j'en parlais il n'y a pas si longtemps de ça avec une amie. Quand je suis arrivée ici, je buvais pas de thé, hein. J'étais vraiment au jus d'orange, comme on dit. C'est-à-dire que les Anglais boivent du thé au petit déjeuner, comme nous on boit du café ou du jus d'orange. Et pendant des mois et des mois, j'étais même contre à l'idée de goûter. Donc ça me donnait pas du tout envie leur thé avec du lait dedans. Et petit à petit, je sais pas comment, je sais pas vraiment quand, mais j'ai commencé à boire du thé. Donc au début, je mettais même pas de lait dedans, je buvais le thé noir. Et il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, je bois du thé
avec du lait tous les matins. Et j'ai même demandé à ma maman de Oh! m'en acheter pour quand je rentre en France. Donc voilà. Et alors le cliché numéro 2, les Anglais dînent très tôt et aiment les alliances culinaires un petit peu spéciales, voilà, des associations peu communes pour nous les Français. Alors oui, ça, je peux dire que c'est vrai. Manger très très tôt, oui, j'en suis coupable moi-même. Encore une fois, je m'y suis habituée. Les Anglais peuvent se retrouver à manger à partir de 5 heures. Bon, c'est vrai que souvent c'est plus 6 heures du soir, ce qui est quand même assez tôt pour nous Français. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Et en ce qui concerne les alliances culinaires un peu bizarres, oui, après, personnellement, je suis pas vraiment fan de de la cuisine anglaise. Je pense que beaucoup de gens pourront le confirmer, mais c'est pas une cuisine très sophistiquée, je dirais. Et il y avait un troisième cliché, mais on en a déjà un petit peu parlé, c'est au sujet de la météo. Est-ce qu'il pleut tout le temps en Angleterre? Alors ça, je pense vraiment que ça dépend de l'endroit où on habite. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de chance parce que même avant de venir, je m'étais dit, oh là là, il va pleuvoir tout le temps. Je vais acheter un kawaii et un parapluie et ça ira. Et au final, bah, comme je disais tout à l'heure, il pleut pas tellement. Après, c'est vrai que j'ai passé quelques temps à Londres, quelques journées et bon, il pleut quand même souvent. Après, j'ai pas habité là-bas moi-même, donc je pourrais pas confirmer ou non. Mais voilà. OK. Non, mais ça donne déjà de l'espoir pour ceux qui avaient peur de venir en Angleterre pour le temps. Absolument. Et ensuite, j'ai un autre, cliché. Est-ce que c'est vrai que le système de santé est catastrophique? Alors, encore une fois, j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai pas vraiment eu besoin de l'utiliser. Euh, Tout ce que je sais de mon expérience, en tout cas, c'est que ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, quand je suis arrivée ici, donc j'ai dû prendre un rendez-vous pour avoir ce qu'ils appellent un numéro d'immatriculation, entre guillemets, donc pour avoir accès donc, au système de santé. Et les seules fois où j'ai eu à y faire, ça s'est plutôt passé très bien et très facilement. Donc, j'ai pas à me plaindre personnellement. Très bien, c'est noté. Et est-ce que les Anglais aiment, adorent, si je peux dire, la bière? Oh là là! Alors ça oui, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée un petit peu, on va dire, quand je suis arrivée ici. C'est leur relation avec l'alcool. Euh, les Anglais aiment beaucoup boire, ça c'est sûr. Et en fait, ce qui m'a aussi beaucoup étonnée, et qui m'étonne toujours, c'est qu'ils commencent à boire le week-end très très tôt. C'est-à-dire que le samedi, par exemple, si on va se balader dans les rues à 5 heures ou 6 heures du soir, les gens sont déjà dans un état assez incroyable, disons. Et donc oui, les Anglais aiment beaucoup boire, aiment beaucoup la bière. Voilà. Très bien. J'aime bien parce que je suis passée d'un sujet très sérieux à un sujet, plus, voilà, la bière. Et j'en ai un dernier. Les Anglais adorent, en tout cas admirent la famille royale, en général. C'est intéressant comme question parce que j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir, qu'il y a une grande division dans le pays entre les gens qui soit adorent la famille royale et sont un peu obsédés, et les gens qui, au contraire, la détestent et en ont marre d'en entendre parler. Ah oui, on a vraiment les 2 parties, quoi. C'est très politique. C'est ça. Ouais. Maintenant, Cynthia, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont elles aussi envie de s'expatrier en Angleterre? Oui, alors je dirais, faites bien vos recherches avant de partir pour choisir l'endroit où vous voulez habiter parce qu'au final, c'est vrai que l'Angleterre, on pense souvent à Londres, mais il y a tellement, tellement d'endroits différents et de façons de vivre différentes au final, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a la campagne, il y a des villes un peu plus petites comme Brighton, et après il y a des villes beaucoup plus grandes comme Londres, Manchester et tout ça. Donc je dirais faites bien vos recherches et une fois sur place, je dirais de vraiment faire tout pour s'intégrer parce que je pense que c'est la meilleure façon de découvrir un pays et une ville, c'est vraiment de prendre part aux activités, aux événements, de rencontrer des gens, des locaux, puis d'essayer un peu tout, même les choses qui vous paraissent un peu bizarres ou voilà quoi, vraiment d'en profiter le plus possible. D'oser, d'oser, de Voilà. de vivre l'expérience à fond, de tout tenter, de s'adapter au pays, de découvrir sa culture et pas hésiter à partir quoi, si on en a envie.
C'est parti pour la petite interview dans l'interview. Cynthia, peux-tu nous dire quel est ton endroit préféré dans le monde? Oui, j'ai réfléchi à cette question parce que j'ai vu pas mal d'endroits et l'endroit qui me revient toujours en tête, c'est la Grande Barrière de Corail en fait en Australie. J'ai eu la chance de partir en vacances là-bas avec ma famille australienne. On a fait en fait une journée de plongée sous-marine et au jour d'aujourd'hui, c'est toujours cette journée qui me paraît la meilleure journée de ma vie, je crois. C'était une expérience incroyable et magique. J'avais l'impression en fait d'être dans un autre monde. C'est-à-dire que c'est silencieux, la seule chose que tu entends, c'est ta respiration et les couleurs, les poissons, les coraux, c'est juste incroyable. Et au jour d'aujourd'hui, ouais, c'est vraiment une image que je garde dans ma tête et que j'aime beaucoup, hein. Et c'est vraiment, ouais, je pense que c'est l'endroit que j'ai préféré au jour d'aujourd'hui, en tout cas. Magnifique. Et sur un autre sujet, Cynthia, peux-tu nous dire quelle est ta meilleure découverte culinaire en Angleterre? Oui, bien sûr. Bah, alors, je disais tout à l'heure que la cuisine Angleterre n'était pas formidable, mais il y a quand même des choses très, très sympas. Notamment quelque chose qui s'appelle le sticky toffee pudding. Et alors, en fait, c'est un dessert. C'est un petit gâteau qui se sert chaud. C'est fait à base de dattes et de sucre, de farine, etc. Et c'est servi donc chaud avec un genre de coulis caramel et souvent avec de la crème à la vanille. Et j'adore ce dessert. J'ai même appris à faire la recette moi-même et je l'ai ramené en France et ma famille a adoré aussi. Donc, vraiment sympa Chouette. à essayer. Tu pourrais nous partager la recette? Bien sûr. Je mettrai la recette en description ou sur Instagram, @expat et compagnie. Et à l'inverse, Cynthia, quelle est ta pire découverte culinaire en Angleterre? Alors, j'avais pas mal de choix. Donc, j'ai dû choisir une seule chose. C'est encore une fois un dessert. Et c'est bien dans le thème puisqu'on arrive au mois de décembre. Mais c'est le Christmas pudding. Alors, c'est leur gâteau typique de Noël. Et c'est quelque chose que je trouve terrible. C'est vraiment très spécial. Donc, c'est un gâteau en fait qui est fait à base de fruits et d'alcool. Et c'est un gâteau qui laisse mariner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est très Hmm, spécial. plusieurs mois. Oui. Et tu l'as goûté? Oui, hélas, c'est pour ça que je sais que c'est D'accord, vraiment pas terrible. d'accord. Et la dernière question, Cynthia, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote d'expatriation? Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose qui s'est passé à Brighton. Donc, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est une ville très ouverte d'esprit. C'est la capitale gay de l'Angleterre. Il y a toujours une Gay Pride l'été qui amène des millions de personnes. C'est super sympa. Donc, j'étais bien au courant de tout ça avant d'arriver. Mais il y a plein de petits événements qui se passent dans l'année dont je n'étais pas forcément au courant. Et donc, une journée, j'étais donc au travail. Et en fait, à cette époque-là, j'allais au travail à pied puisque c'était pas très très loin de chez moi. Et donc, j'avais terminé, je crois, à 3 heures de l'après-midi ce jour-là. Et donc, je prends mes affaires et je commence à marcher. Et je me suis retrouvée au milieu d'une foule de personnes sur des vélos, tout nus. Donc, c'est-à-dire que j'étais toute seule en train de marcher et des centaines de cyclistes sont arrivés. Hommes, femmes, de tout âge, de toute couleur, de toute taille. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai appris donc par la suite que c'est une course qu'ils organisent en fait chaque année pour récolter des fonds pour une charité. Donc c'est un super événement. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant quand on s'y attend pas. C'est vrai que ça peut surprendre. Voilà, donc c'était assez drôle. Ok, super. Merci beaucoup pour cette interview, Cynthia. Je t'en prie, merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!